Bienvenue à tous. On a la chance d'aborder un sujet qui a l'air comme ça, peut-être pas complètement central, mais qui est en fait essentiel dans les temps de guerre, qui est le rôle de l'art. Et en l'occurrence, nous allons parler de l'art et de la culture de la résistance en Ukraine. C'est moi qui ai le plaisir de modérer cette rencontre avec deux artistes ukrainiennes, donc une de plus qui avait été annoncée au départ, et Ed Vouliami, un journaliste que je vais vous présenter juste après. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu notre panel, et puis ensuite on va se lancer on va explorer le sujet de l'art et de la guerre. Alors, notre première invitée s'appelle Lesia Romenko, qui est avec nous. Je ne sais pas si on peut la voir. Hi Lesia. Elle est à New York. C'est une artiste peintre, mais elle est aussi passionnée par les réseaux sociaux et notamment le pouvoir des images à travers les réseaux sociaux. Elle nous parlera un petit peu de la manipulation de l'art via ces nouveaux médias. Elle a quitté Kiev avec sa fille le lendemain de l'invasion russe, donc le 24 février 2022. Elle est d'abord passée par la Pologne, puis elle s'est retrouvée en exil aux États-Unis. Mais son mari, lui, qui est également artiste puisqu'il est musicien, est sur le front. Il est resté se battre dès le premier jour. Et on lui demandera tout à l'heure de ses nouvelles en espérant qu'il se porte bien. L'autre artiste que j'ai le plaisir de vous présenter est Irina Tsilik. Hi Irina. Qui est poète, écrivaine. Elle a écrit des chansons, des livres pour enfants, mais elle est aussi réalisatrice et cinéaste. Elle a été la lauréate, entre autres, du prix de la mise en scène au prestigieux festival Sundance en 2020. Et Irina aussi aurait dû être avec nous en Normandie. Mais alors, il y a quelques jours, 2 drones ont été abattus juste au-dessus de sa maison, à Kiev. Ça n'a pas fait de blessés, mais il y a eu pas mal de dégâts et de dommages matériels. Et son petit garçon a été très effrayé. Et dans ce contexte, on comprend bien sûr qu'elle soit restée auprès de sa famille. Alors, également avec nous, Ed Vouliami, qui est ici. Plus irlandais que britannique, gallo-irlandais. Il rectifiera, c'est très important. Qui a été journaliste au Guardian, à The Observer, qui est grand reporter de guerre, qui est un fou de musique, qui sait chanter, qui peut-être nous le montrera pour vous montrer que la musique fait partie des arts de la guerre et ceux qui sont absolument essentiels dans la guerre, qui est l'auteur d'un grand livre, d'un livre important qui vous présentera tout à l'heure sur la musique bosniaque durant le siège de Sarajevo, également en tant que forme de résistance, et qui travaille actuellement à un nouveau livre sur la musique, justement, durant la guerre en Ukraine, et qui était à Kiev il y a 2 semaines, et qui repart demain, je crois. Voilà, ou après-demain, en tout cas très bientôt. Donc pour résumer, sur cette petite scène où nous ne sommes que 2 ici, et puis une personne en exil, une personne absente, en tout cas qui nous observe de loin dans son jardin, en espérant qu'il n'y a pas de danger ou de drone ce soir. Des éléments de la presse. En fait, là, vous avez un petit panel de ce que c'est que une guerre vue un peu avec certains de ces observateurs privilégiés qui sont les journalistes et les artistes. Et l'art, justement, c'est un formidable sujet que nous allons explorer ensemble. Parce qu'en effet, c'est un enjeu majeur. On peut rappeler des choses évidentes dans l'histoire qu'on connaît tous. L'art, ça peut être un butin que l'ennemi cherche à s'approprier à tout prix, ou ça peut être quelque chose qu'il faut détruire, qu'il faut effacer. En temps de guerre, l'art est crucial comme un moyen d'expression. C'est aussi un moyen universel. C'est aussi des médias de propagande. C'est aussi des outils de résistance. Et en Ukraine, peut-être que la place de l'art est encore plus singulière,
dans la mesure où les Ukrainiens font aujourd'hui face à une agression de type génocidaire, puisque le postulat de l'envahisseur est que les Ukrainiens n'existent pas et qu'à ce titre, ils n'ont pas de culture propre, la culture ukrainienne n'existe pas. Or, comme nous allons vous le démontrer, et comme vont vous le démontrer brillamment tous les intervenants ce soir, elle est au contraire d'une extrême vivacité, d'un dynamisme sans pareil et en plein essor. Pour commencer cette conférence, chacun des intervenants va se présenter peut-être un peu mieux et un peu plus précisément que ce que je n'ai fait. Mais je vais leur laisser la parole et en leur demandant de réagir à une réflexion que je me suis faite en essayant de préparer cette conférence. Et là, je vous parle d'une expérience aussi personnelle d'ancienne reporter de guerre et qui a couvert pas mal de conflits. Il arrive un temps où les mots s'épuisent. Et c'est d'autant plus choquant quand on travaille, comme c'est mon cas dans la presse écrite. Soudainement, on n'a plus les mots. Ils se vident de leur sens. Les morts dont on voudrait parler s'empilent et ne sont plus que des chiffres abstraits. On décrit une situation qui nous paraît horrible, et puis surgit quelque chose qui est d'ordre barbare, qu'on n'avait même pas imaginé. Mais bientôt, les mots sont insuffisants ou le vocabulaire inexistant, parce qu'il faut soudain décrire l'indicible. Et quand les mots ne sont plus là, quand il n'y a plus de mots, excusez-moi, je m'émeus tout de suite, hein. Pardon. Alors c'est là que les artistes prennent le relais. Et c'est là qu'ils sont absolument essentiels dans toutes ses formes, la peinture, les poèmes, le cinéma, la musique. Ce sont eux alors le dernier rempart, les seuls capables de communiquer l'émotion et d'effleurer et d'essayer de communiquer aux autres l'indicible. Voilà, et je vais laisser parler d'abord Irina, si tu veux bien, puisque tu es à Kiev et que peut-être tu vis cette situation au plus près. Bienvenue et à toi la parole. Hi everyone. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis vraiment ravie de cette opportunité de pouvoir parler de la culture ukrainienne aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais dire qu'à mon avis, la culture de résistance est inhérente à la culture ukrainienne en tout temps. À travers les siècles, les Ukrainiens ont résisté à la guerre sous différentes formes. Plus tard, ils ont résisté à l'influence coloniale de la Russie, de l'Empire soviétique. Les artistes ont résisté à leur propre manière contre toutes ces actions. Ils se sont battus pour notre langue, pour notre identité, pour cette possibilité de représenter nos voix dans le monde, ces voix qui étaient cachées la plupart du temps, et en particulier cachées à l'Occident. Donc, c'est une longue histoire, un long voyage, et je pourrais parler très longtemps du passé, mais je pense que vous êtes plus intéressés par la situation actuelle, par notre résistance actuelle. Et de ma propre expérience, je suis poète, je crée des films. Et je pense que la guerre a commencé en 2014. J'ai commencé à agir dans mon domaine. J'ai visité l'Est de l'Ukraine à maintes reprises. J'ai tourné des documentaires, des films de fiction, à des événements littéraires, des masterclass pour des enfants. Ma famille est aussi affectée par cette guerre, car mon mari est un
Artem Cher, un auteur connu. Il a écrit plusieurs romans, mais il a rejoint l'armée plusieurs fois en 2015. Puis quand l'invasion a eu lieu réellement, dans toute sa force, il a rejoint le front. Et ce n'est pas le seul dans son cas. Et j'aimerais en dire davantage sur mes collègues. Cette invasion massive a eu une toute autre signification parce que des personnes que je connais se battent ou attendent d'autres personnes qui sont sur le front. Et quand j'utilise le mot se battre, je le dis de manière très, très littéraire. Même les auteurs, les artistes sont tenus de prendre les armes. Et c'est un processus très difficile pour la culture ukrainienne. Toutes ces personnes sont occupées par la guerre et ne peuvent pas tourner de nouveaux films et écrire de nouveaux livres. Certains ont été tués déjà, beaucoup d'entre eux, par dizaines, par centaines. Et je pense que je devrais mentionner certains d'entre eux. Par exemple, il faut mentionner Slepa, le chanteur de l'Opéra national de Paris, qui a rejoint l'armée et qui a été tué sur le front, en première ligne. Et beaucoup d'autres artistes, des intellectuels, des artistes en tout genre ont été tués. Je voudrais encore mentionner plusieurs noms. L'un de ces noms était Volodymyr Vakulenko. Vous le connaissez peut-être, c'était un civil, mais il vivait dans le territoire occupé et il a été tué par des soldats russes. Son corps a été retrouvé dans une tombe collective. Et quand il vivait sous l'occupation, il a écrit un journal. Et quand il a pensé que cela devenait trop dangereux, il a enterré son journal dans son jardin et il a demandé à son père d'informer les Ukrainiens, quand ce village serait libéré, de la présence de ce journal. Et après sa mort, quand le village a été libéré, un autre écrivain, Viktor Amelna, a trouvé ce journal. Mais la partie la plus difficile de cette histoire, c'est que un an après, cet auteur, cette autrice, pardon, a été tuée également. Et cet automne, Victoria devait se rendre à Paris pour écrire un nouveau livre sur les atrocités commises par la Russie. Elle avait reçu des témoignages de plusieurs femmes ukrainiennes, mais le livre n'a pas été terminé. Et Victoria a été tuée très jeune. Donc je parle de ces événements tragiques car nous sommes en train de perdre nos cerveaux les plus brillants, nos plus grands talents. Et les artistes qui survivent ressentent encore qu'ils ont davantage de responsabilités pour recueillir des témoignages et pour les diffuser dans le reste du monde. Donc je pense que toutes ces discussions ont tout leur sens. Et j'espère que tout cela va pouvoir créer des ponts entre nous et d'autres peuples dans le monde. Merci. Je pourrais continuer et parler longtemps. Laetitia, toi tu es une artiste en exil. Est-ce
Extrêmement difficile d'être loin de ton pays, on imagine. Et peut-être tu peux nous dire aussi comment cet éloignement géographique, qui ne signifie jamais un éloignement du cœur, puisque ton mari aussi se bat sur le front, mais en discutant ensemble, tu avais évoqué le fait que ça te donnait peut-être une image un peu plus globale de ce conflit. En tout cas, est-ce que tu veux nous parler te présenter, de nous parler de toi comme artiste ukrainienne en exil? Hello. First of all, thank you so much for inviting me to this panel. For me, it's really very important, and I would. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. J'aurais aimé pouvoir assister à cette séance en personne, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Je vais commencer par mon expérience personnelle et par ma vision d'artiste de la guerre. Et je voudrais parler de Kiev et de ma famille. J'ai vécu à Kiev toute ma vie. Bien entendu, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé avant, mais cela m'a demandé du temps de vraiment me dire que j'étais en exil et que j'étais une émigrée. J'ai une histoire personnelle dans ma famille de migration. Ma mère a dû émigrer en raison de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on peut constater des répétitions. Mais en ce qui concerne les artistes, en ce qui me concerne, se retrouver loin de chez soi, cela aide, car j'essaie de transformer cette expérience très personnelle de la guerre en des connaissances mondiales. Je pense que c'est quelque chose d'important et c'est un défi pour les artistes. Je vais expliquer pourquoi. Parce que depuis les origines de la guerre en 2014, eh bien, avant, je travaillais dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, de la mythologie soviétique et dans le contexte de la guerre cybernétique. C'était une guerre cybernétique et depuis des années, je regarde le contexte global et plus seulement en tant qu'observatrice. Je me suis demandé comment pouvoir changer cela. Et aux États-Unis, cette idée de distance, c'est quelque chose de différent. C'est très différent de ce que l'on peut vivre en Europe de l'Est. Ce que j'essaie de faire, c'est essayer de créer quelque chose qui sera plus global, plus universel. Je travaille avec des images numériques que je trouve sur Internet, des images de soldats. Et les soldats cachent leur visage, rendent le fond de leur photo flou, comme je le fais sur ma vidéo. Car prendre des photos de différents lieux de guerre, eh bien, cela signifie que très rapidement, ils pourraient devenir la cible des Russes le jour suivant.
Et donc, l'on réfléchit aux autres, à la condition humaine. Parce que ce que l'on vit en ce moment, c'est une catastrophe humanitaire. Nous avons vécu la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est comme un flashback. Est-ce que c'est un retour au début? Il y a vraiment cette idée de l'humain. Et donc, j'ai réfléchi au rôle de l'artiste dans la représentation de la guerre. Les soldats sont anonymes, mais en même temps, chaque soldat est un héros. Donc, je n'apporte pas de réponse, mais j'essaie de soulever des questions sur comment comprendre tout cela. Quelle vision avoir de cette expérience, qu'il s'agisse des soldats, des politiques? Parce que actuellement, nous vivons un moment très intéressant où, dans les réseaux sociaux, chacun peut donner une représentation d'eux-mêmes. Et chacun, partout, peut observer. Donc c'est pour cela que je prends des images, parce que cela crée un équilibre, une égalité entre moi-même et entre les peuples, les personnes en Occident. Tout le monde peut utiliser Instagram. Mais le problème, c'est que cela fait un excès d'images. En ce qui concerne les artistes, ceux-ci sont cet intermédiaire entre cet amoncellement d'images et le phénomène qui est en train de se produire. Donc, mon idée, c'est d'essayer de présenter une expérience locale d'un artiste qui a fait l'expérience de la guerre et comment en faire une expérience mondiale. Parce que avant, j'avais beaucoup de préjugés sur la guerre. Des préjugés très simples qui venaient de la propagande de différents pays. J'ai pensé à différents exemples. Mais là, dans ce cas, j'ai compris que cela avait tout changé, que c'était impossible d'expliquer cela à d'autres personnes qui n'avaient pas connu la guerre. Et je ne sais toujours pas comment le faire. C'est impossible. C'est quelque chose dont on fait l'expérience dans son corps. C'est une vulnérabilité. Quand vous voyez la première victime, et cela change tout. Ed, à toi. Merci, quand les Cécile. mots échouent et qu'on a Merci. besoin du rock'n'roll. Merci, Cécile. Le problème, c'est que Cécile n'a pas fait une introduction à elle-même. Journaliste de guerre, incroyable, auteur d'un livre sur la Syrie, incroyable, mais aussi plus poète que journaliste, selon moi. So, Cécile est un artiste and a journalist. Il faut faire au début, il faut dire au début quel honneur il est d'être ici entre vous, parce que cet événement en Normandie, c'est exceptionnel, son parallèle de monde. C'est unique, c'est superbe avec l'histoire de cette région, et merci pour ça. Second point, to switch to English if I may, is I'm really pleased. Je vais passer en anglais si je le peux. Et je suis très heureux que vous ayez choisi le mot « résistance » pour une conférence pour la paix. Car en effet, la résistance, cela comprend de la violence. Et souvent, le prix, la récompense de la paix passe par la guerre. Donc,
Peut-il y avoir une guerre juste? En ce qui concerne la Normandie, je pense que vous savez mieux que quiconque qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste contre le Troisième Reich. Et dans ma famille, mes parents viennent d'une famille irlandaise, de République irlandaise. Mais avec l'Ukraine, je pense qu'il s'agit d'une résistance juste. Donc merci d'avoir choisi ce mot résistance pour une conférence pour la paix. Parce que la paix russe, ce n'est pas de la paix. Le Ruski Mir. Parfois, on a In Normandie, un camp, falaise et les autres lavres, you know that as well as anybody else. As part of Donc, ces questions de l'art et de la culture fait partie intégrante de la résistance. Donc, le génocide, c'est pas seulement la destruction d'un peuple, c'est la destruction d'une culture, la destruction de la mémoire liée à ce peuple, à l'histoire de ce peuple, à la religion, au folklore, l'expression de ce peuple, au droit à la modernité, un droit à l'avenir et au passé aussi. Et les tentatives de destruction de la culture ukrainienne par les Russes, et merci d'avoir témoigné à ce sujet, on est là, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais ça fait longtemps qu'il y a ce génocide culturel de l'Ukraine par la Russie. Et là, on est à un moment où ce que appelle la Nastia, les Ukrainiens appellent donc le sens, pas la politique seulement, mais l'existence culturelle a été colonisée. Et là, on a l'occasion de mettre un terme à cette colonisation, comme ça a pu être le cas avec la Grande-Bretagne par le passé également. Mais la Russie est malhonnête cherche à détruire, dit que voilà, il n'y a pas de culture ukrainienne, mais il faut la détruire. Donc il y a une malhonnêteté. Et donc c'est soit l'Ukraine existe et vous voulez la détruire, soit elle n'existe pas. Et bien sûr que la culture ukrainienne existe, et ça depuis des siècles déjà. Depuis princesse Olga, c'est mon personnage préféré de l'histoire ukrainienne. Mais juste un petit point général, et merci Alessia d'avoir évoqué ce sujet. Je ne sais pas dans quelle direction on peut aller à partir de là, mais je vais juste vous raconter une petite histoire. C'était au début de la guerre de Bosnie-Herzégovine, donc qui a eu un impact également sur l'Ukraine. Donc il faisait de la musique de chambre, et puis il y avait des bombardements dans le théâtre. Et à un moment donné, les gens se sont baissés et ont pris. En fait, le chef d'orchestre a ramassé le pupitre et a dit voilà, allez vous faire voir. Nous, on essaie de faire de la musique, donc laissez-nous tranquilles avec vos bombes et vos missiles. Et c'est ça qui se produit en Ukraine. Mais je vais vous donner une petite idée, et on y reviendra plus tard, mais vous donner une idée de ce qui se passe avec le rock'n'roll, la folk, l'opéra, la danse, la musique classique et le cinéma, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. À Kiev, vous pouvez aller à un concert de rock, à l'opéra. Vous pouvez écouter Lysenko, la musique traditionnelle, ou Verdi si vous le préférez. Et Kiev, c'était aussi le centre de l'électronique, de la musique électronique. Et donc il y a vraiment des concerts folklorique également, folk. Donc il y a vraiment cette tradition chez les jeunes également en Ukraine. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a une renaissance dans la musique, mais également dans la poésie. Il y a une résurrection de la poésie ukrainienne en réponse à cette guerre. C'est nous. Et bon, c'est terrible pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Les décès, les victimes, c'est absolument terrible. Mais en même temps,
de façon un peu perverse peut-être, c'est réjouissant parce qu'il y a cette résistance de l'Ukraine par sa culture. Vous pouvez aller à un concert à Kiev, vous pouvez écouter un opéra à Kharkiv, hein, même s'il y a eu des gros dommages, hein, donc maintenant c'est plus à l'opéra, mais c'est dans les centres commerciaux, dans les parcs, etc. Et on oublie presque où on se trouve à ce moment-là, parce que c'est créatif, c'est exaltant. Alors, bon, il y avait Victoria aussi, Madeleine, qui a pris une pizza au milieu de la place, voilà, et puis bon, c'est tout. Vous pouvez donc prendre une pizza, mais vous pouvez aussi, à 5-6 heures de ce théâtre, de cet opéra, de cette improvisation, vous pouvez avoir une improvisation de jazz, ou une lecture de poésie, et malgré tout, vous avez des tranchées juste à côté. Hein. Vous avez la résistance ukrainienne, il y a les Russes de l'autre côté, et puis entre les deux, il y a des mines qui explosent. Et là, vous êtes retour dans la Somme, à Ypres. Donc, juste pour conclure sur ce premier point, exprimer l'indicible, hein, comme ça a été dit. Donc, chaque artiste connaît ses limites. Un grand artiste est sans cesse frustré, hein, parce qu'il est conscient de ses limites. Hein. La musique. On peut faire des choses qui peuvent être faites autrement. Ça s'adresse à notre cerveau directement. Mais l'architecture, l'écriture, le cinéma ont leurs limites. Il y a cette lutte à essayer d'exprimer l'indicible. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre, parce que je savais... donc on a Samuel Beckett, hein, il y a une référence à Samuel Beckett ici. Mais ce qu'on fait en général, c'est que dans ce genre de situation, on regarde des peintures, on écoute de la musique et on essaie d'exprimer ce qui se passe également. Et l'Ukraine est en besoin, en appétit pour tous ces arts. On y reviendra un peu plus tard sur ce qui se passe précisément dans chaque type de musique, mais pour le moment, comme Lecia l'a dit, les gens luttent, mais chaque peinture, chaque note, chaque poème qui est lu, ça c'est une balle, quelque part, dans cette guerre, contre la résurrection un petit peu de cette armée soviétique. Merci. Pas faite pour décorer un appartement. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Pablo Picasso, après la libération de la France en 1945. L'idée de l'art comme résistance, l'art comme a bullet against the enemy, c'est une chose que les artistes comme on pense depuis longtemps et qui est une réalité et qui est encore une fois essentielle à la guerre. Et l'une des armes, parce qu'on va peut-être discuter de plusieurs formes, quelles sont les formes de résistance que peut prendre l'art, ou plutôt à quelle sorte de résistance peut servir l'art. Je vais lancer un premier thème que je vais attribuer un petit peu à chacun de nos invités. Et le premier serait tout simplement, tout bêtement, mais de façon tellement cruciale, le témoignage, la dénonciation des crimes, de la barbarie. Ce qu'on n'aurait pas su sans cela. Il y a des œuvres qui ont été faites, réalisées dans les camps de concentration. Très peu en sont sortis, mais il en existe. Il y a des œuvres qui, jusqu'à aujourd'hui, ont marqué absolument tous les esprits. Je vais vous en montrer une d'ailleurs que vous allez reconnaître immédiatement, même si, attention, il y a quand même un piège. Alors, si ça marche, c'est celle-là. Voilà, alors regardez bien parce que ce n'est peut-être pas celle que vous croyez. Toujours est-il qu'au début de la guerre civile d'Espagne,
Guernica était un petit village basque de 7000 habitants. 1645 d'entre eux sont morts le 26 avril 1937, jour de marché, quand une centaine d'avions allemands l'ont bombardé pendant 3 heures. C'était la première fois de l'histoire qu'une ville européenne était attaquée de la sorte, était bombardée avec cette intensité-là. Je pense que sans ce tableau, on aurait tous oublié Guernica. Maintenant, c'est devenu un symbole tellement universel que ce tableau est repris et revisité par des artistes. Donc là, en l'occurrence, je vous ai pris l'exemple alors, qui, moi, me tient personnellement à cœur parce que c'est une revisitation qui est là pour la Syrie, mais vous reconnaissez déjà Poutine, qui a déjà montré qu'il adorait bombarder les marchés à Alep et dans tout le reste de la Syrie. Une œuvre qui a été réalisée par Vasco Gargallo et qui a repris les codes de Guernica pour montrer, ça sert mon propos sur à la fois l'universalité de l'art et sur à la fois la puissance artistique pour marquer les esprits. Vous verrez l'Europe qui s'endort à droite, vous verrez le taureau Poutine, vous verrez Bachar qui sort sa tête et le cheval américain au milieu. Bref, toujours est-il que c'est une œuvre majeure parce que elle a gravé dans nos mémoires la gravité de ce qui s'est passé. Et pour ajouter à cette idée du témoignage, il y a une anecdote célèbre que j'ai lue dans un dictionnaire d'art extrêmement sérieux, donc on va estimer qu'elle est totalement vraie. Pendant l'occupation allemande en France, où Picasso était, un officier allemand est entré dans son atelier d'artiste. Et il a vu une copie du tableau Guernica. Et il a regardé, donc l'officier allemand regarde la toile, la copie de la toile, et dit à Picasso, mais c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso se retourne, il a dit, non, c'est vous qui avez fait ça. Et c'est ça le témoignage. Et c'est ça le marquer dans la mémoire et les drames et les responsabilités des crimes. Et donc, et ça pour introduire un travail, et je pense que Quirina sera la plus à même de nous en parler, parce qu'elle-même, comme elle vous l'a dit, a commencé à travailler sur la guerre qui, comme on le sait, n'a pas commencé en 2022, mais en 2014, dans le Donbass, où elle a filmé, c'est une mise en abîme absolument extraordinaire, mais elle va nous en parler mieux que moi, une famille d'Ukrainiens dans le Donbass qui s'est filmée elle-même en train de décrire sa vie dans la guerre du Donbass. Donc ça donne une œuvre tout à fait surréaliste et assez majestueuse. Avant de te laisser la parole, Irina, je propose qu'on regarde la bande-annonce, si tu es d'accord. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. Стоп. Влад, попробуй. Сильнее. Мама, да, садись. Все нормально, все живые, раненых. Ну, только дома разрушены. Еще раз будет обстрел всех. Как ты покажешь, что ты живешь 5-й год на войне? Как ты покажешь разбитый город? Квадрокоптер тебе на, иди снимай все, что хочешь. Нет. Пошел. Давай. Только вы, конечно, были трохи Вы полегче. тут евреев скрывают. Вот так это было. Итак, все готовы?
Да, мы всегда готовы. Свет! Камера! Начали! Ah oui, je pensais qu'on allait retourner sur un écran noir. Bravo. Je vais te laisser la parole, mais je crois que c'est important que tu expliques au public que la famille qu'on voit se met en position d'acteur, mais c'est avant tout une famille du Donbass qui vit réellement dans le Donbass et que ce ne sont pas des effets spéciaux qu'on voit dans cette bande-annonce. Mais je te laisse expliquer la démarche artistique pour cet ovni un peu du cinéma. À toi. Yeah, thank you. Merci pour cette question. Et j'aimerais remercier Edouard parce qu'en fait, vous m'avez beaucoup inspiré pour ce travail. J'ai commencé en fait en étant... Bon, c'était un moment de commémoration et ça c'est important. Et en même temps, c'est important de parler de ceux qui ont résisté à différents niveaux. Et quand je regarde un peu autour de moi, en fait, je suis inspirée par les gens et ce qu'ils font aujourd'hui, malgré les circonstances. Et parler de ce film, hein, c'est un film documentaire, hein, qui a été tourné en 2018. Ça, c'était l'un des moments où l'un des cas hein, où j'ai été inspirée par la famille entièrement. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vraies personnes. C'est donc une mère célibataire avec quatre enfants qui vivent dans une petite ville dans la région de Donetsk. Et j'ai rencontré deux sœurs dans l'un des camps parce que moi j'étais tutrice, je travaillais avec des enfants qui vivaient au niveau du front. Et donc on a organisé des camps cinéma, hein, colonies cinéma pour les enfants. C'était une expérience toute particulière, hein, comme vous pouvez l'imaginer quand vous vous trouvez dans ce type de ville, hein, au front, et que voilà, vous faites des courts-métrages avec des enfants. Ces deux sœurs, elles m'ont invitée dans leur ville natale avec leur famille. Et quand mon équipe et moi, on est arrivés, on a rencontré la mère, les frères et sœurs, et on a vu une maison remplie de musique avec des chats partout parce que voilà, les enfants jouaient tous d'un instrument. Et ça m'a beaucoup inspirée. Cette famille, ils faisaient un film sur eux-mêmes en temps de guerre. Et c'était incroyable pour moi. Parce que, vous voyez, ces personnes continuaient à lutter pour mener une vie normale. Et plus important encore, ce ne sont pas simplement des victimes de cette guerre. Ils ont choisi la manière de raconter leur histoire au reste du monde. Donc, en fait, le slogan de ce film, c'est ce que l'art peut apporter comme pouvoir en temps de guerre. Et moi, ma quête, ça a été de voir ce que l'on peut faire, nous, en tant qu'artistes, en temps de guerre, si on ne combat pas, si on n'est pas infirmier, médecin, voilà, tous ceux qui prennent part aux hostilités. Je crois malgré tout qu'on peut raconter des histoires et ça compte. Et cette famille m'a aidée à changer ma vie quelque part parce qu'elles sont incroyables. Et quand l'invasion a véritablement commencé, ils ont dû fuir. C'était la bonne décision. La mère et les enfants, et même les chats, hein, ont fui en Lituanie, à Vilnius, parce que leur ville natale est sans cesse bombardée aujourd'hui et leur maison est en partie détruite. Et la ville voisine, Marianka, est complètement détruite et envahie par les Russes. Donc malheureusement, ils ont dû quitter l'Ukraine. Mais leur ville natale leur manque, hein. À chaque fois, la mère me le répète, sa maison lui manque. Merci pour ce témoignage.
et l'exil sont aussi intimement liés. Là, alors là, je ne m'attendais pas à ce que ça apparaisse, mais je voulais faire le lien parce que, comme je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le film d'Irina, traduit en français, s'appelle La terre est bleue comme une orange, du célèbre poème de Paul Éluard, qui est aussi un artiste célèbre durant la guerre et qui a écrit le poème Liberté, j'écris ton nom, que toutes les écoles en France, tous les élèves français de toutes les écoles élémentaires apprennent. Et j'ai trouvé que Kirina, poète, s'inspire d'un poème d'un de nos poètes français très engagé, résistant dans la guerre, était un des ponts justement qu'on devait souligner parmi ces ponts que nous essayons de créer entre ces cultures et pour transmettre ce message de ce qui se passe aujourd'hui, l'appel à la liberté. Sur un autre thème, je voudrais qu'on aborde la question de l'art comme arme défensive ou offensive d'ailleurs, et notamment celle de la propagande, celle qui sert les chefs de guerre parfois. Une question qu'a déjà un petit peu évoquée avec nous Lesia. Lesia, je vais mettre tes photos, les photos de tes œuvres sur l'écran. Alors, je ne sais pas vraiment si tu peux les voir et si tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi tu les as choisis. Voilà, il y a encore une autre image après. Si tu me demandes de la passer, je changerai d'écran. Lesia? Yes. Oui, alors, l'idée m'est venue donc, quand j'ai été en contact avec mon mari. Je lui demandais de lui montrer comment il se changeait, hein, mais il n'avait pas le droit de faire une vidéo en tenue d'armée, en tenue militaire à l'extérieur. Et donc j'ai pensé un petit peu à sa sécurité, à ces héros cachés, ce qui nous est caché. Et surtout dans un contexte de guerre massive tel que celui-ci. Donc j'ai pris connaissance de ces images et je passe chaque jour plusieurs heures, parfois 6 heures par jour, à chercher ce type de documents, d'images. Et quand j'ai commencé à travailler avec ces images, j'ai vu donc plusieurs images de soldats. Il y avait également toute cette créativité et dans la façon dont ils pouvaient se représenter eux-mêmes et laisser exprimer leur créativité. Quand ils se montrent de cette manière, ils deviennent des super-héros quelque part. Parce que moi, donc, je suis aux États-Unis et j'ai le même Internet que tous ceux qui vivent ici. Et donc, les vidéos des guerres étaient ponctuées de publicités. Donc là, il y a un mélange en fait d'images et je me suis dit que c'était intéressant. Hein, ça ressemblait un peu à des films Marvel. Donc on voit qu'ils ont des protections, des équipements de protection, des casques, mais en même temps, on dirait qu'ils ont des super pouvoirs. Et Edouard a parlé des peintures, des différents moyens, des différentes formes d'art. Et ça me semble intéressant parce que la peinture, c'est assez ancien. Ça fait des siècles qu'on a des peintres qui représentent, qui décrivent la guerre, qui peignent la guerre avec des portraits de vainqueurs aussi. Et moi, ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne encore de cette manière ou non. Dans mon projet,
Les peintures servent à sélectionner, faire des sélections parmi toutes les informations, la masse d'informations reçues. Et ça me semble essentiel parce que, bon, il y a cette guerre sur Internet aussi, hein. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet et beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui font des recherches sur la guerre sur Internet et disent qu'il n'y a pas vraiment de définition à ce sujet parce que c'est pas une guerre en soi, c'est pas une guerre physique. Il n'y a pas de traces de guerre, mais ça a un impact sur le monde entier et c'est pourquoi cela me semble important pour l'Ukraine et dans ses relations par rapport à la Russie et c'est également important pour tout le monde. La cyberguerre, disons, comprend de nombreuses sources d'informations différentes et finalement, on ne peut plus vraiment faire confiance à personne. On ne sait pas quels sont les outils à utiliser et je crois que l'art a le potentiel de déconstruire cette arme de masse. On a des outils qui ont été développés, notamment au XXe siècle, pour faire cet exercice de déconstruction. Et donc, ça peut aider les artistes, mais également le grand public. Et pour faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et j'aimerais également faire quelques remarques supplémentaires par rapport aux différentes formes d'art, aux moyens. Alors, il y a quelques semaines, j'ai lu quelque chose de très intéressant. C'est un livre, c'est une fiction, un roman sur une famille juive immigrée de l'Autriche aux États-Unis. Je crois que c'était en 1959. Donc c'était basé sur la mémoire de cette famille d'immigrés. Et j'ai beaucoup pleuré en lisant cette histoire. Donc ce roman m'a permis en fait de mieux me comprendre moi, d'être plus proche de mes sentiments. J'ai essayé de résister à mes sentiments pendant cette dernière année, mais en lisant ce livre, ça m'a aidé à comprendre mes propres sentiments, mon ressenti, et à me reconnecter à moi-même. Et donc j'ai à ce moment-là saisi le pouvoir, la puissance de l'art. Et je crois que les romans, les films également sont très importants parce que moi j'aime beaucoup les images. C'est bon, c'est peut-être un biais professionnel, mais je crois fermement en l'importance du cinéma, des livres, de la musique également. Alors je suis désolée, je dévie peut-être un petit peu, mais je voulais ajouter un petit peu de contexte par rapport aux guerres, à l'idée de résistance, et revenir sur ce que Édouard a dit par rapport à l'importance de la musique dans le cadre de la résistance. Donc il y a des manifestations qui ont lieu en Ukraine. Donc, au début, c'était des manifestations étudiantes en 1991. Après, il y a la révolution orange en 2005. Et moi, j'ai été un témoin de ça et une participante active de cette révolution. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'artiste à ce moment-là. Et donc, ma génération a connu cette révolution. Et puis Maïdan en 2014, évidemment. Donc, ces révolutions, l'idée, c'était de résister à l'influence, à l'ingérence russe en Ukraine et à lutter contre la corruption en Ukraine. Ben bon, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans pas mal de pays d'ancienne URSS, mais on essaye de s'en éloigner. Et je crois personnellement que l'une des raisons de la guerre aujourd'hui, c'est de punir l'Ukraine pour Maïdan parce que l'Ukraine a montré qu'elle pouvait prendre un peu son indépendance et qu'on pouvait construire ensemble une société. Et je pense que pour
Poutine, de voir qu'une révolution puisse fonctionner, ça c'est très dangereux, c'est mauvais signe pour eux. Donc ce que je veux dire, c'est que donc il y avait les manifestations dont j'ai parlé en 1990, mais ça c'était plus des grèves de la faim, je crois, à ce moment-là. Voilà, où tout le monde s'asseyait par terre et il y avait des manifestations pacifiques et silencieuses, mais la Révolution orange, c'était comme un festival musical. Il y avait vraiment une scène de rock. Il y avait pendant 24 heures complètes des concerts. Il y avait beaucoup de créativité avec des posters, des affiches. On aurait dit un festival aux États-Unis, hein, et c'était vraiment une résistance pacifique. Hein. Maïdan, donc ça c'était 2014, là aussi il y avait vraiment une résistance par l'art, par la musique. Un des exemples les plus frappants, c'est qu'il y avait de la musique à des endroits stratégiques, il y avait des pianos. Et les musiciens jouaient 24 heures sur 24 pour s'opposer à la police. Et puis, il y avait donc des spectacles, comme je l'ai dit, beaucoup de musique. Donc ça, c'est un mot qui décrit bien les Ukrainiens, je crois. La manifestation pacifiste, hein, basée sur la résistance. Et en Ukraine, avant la guerre, donc j'ai un peu enseigné. J'avais donc des jeunes, comme Édouard l'a pu évoquer. Il y avait les mouvements de rave, hein, de techno, et l'Ukraine, il y a 5 ans avant la guerre, était très à l'avant-garde, hein, en termes de techno. Hein, mais bon, après, il y a eu des festivals qui ont été interdits. Mais on est devenu un petit peu la scène européenne à l'est de l'Europe en matière de techno et de rave, hein, même plus que les Allemands. Il y a plein de gens qui se rendaient en Ukraine pour ça. Et cette jeune génération résiste, fait des manifestations politiques avec de la musique techno. Ça, c'était juste avant la guerre, peut-être 1 ou 2 ans avant. Et ils luttaient contre la police. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené des grosses enceintes qu'ils ont mis devant les policiers et ont joué de la techno. On fait des concerts de techno. C'était légal, mais c'était vraiment de la musique très forte. Et même le commissariat tremblait. Hein. Transition exceptionnelle pour parler un petit peu de la musique, à qui je vais passer la parole. C'est pour laisser un petit peu de temps au public de vous poser des questions, parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent vous parler. Donc désolée, hein, je me permets de couper la parole un petit peu maintenant, mais il nous reste plus beaucoup de temps. Donc justement, la dernière partie, et on va reparler de tout ce que tu nous dis là, et qui est formidable sur la musique, et qui est l'autre partie de la résistance. Après, ce qu'on a dit sur dépasser les mots de l'horreur, sur une lutte, sur de la documentation, sur lutter contre une propagande, etc. Et il y a aussi tout simplement, non pas la création en elle-même, la finalité, mais le processus de créer. Et la résistance intérieure en tant qu'être humain, qui consiste à dire à celui qui veut vous tuer, je vais vivre, pas survivre, mais je vais vivre. Et que dans un univers de destruction, quand tout s'effondre, le rire, les chants, la fête sont une forme de résistance fondamentale à l'oppresseur, à l'occupant, à l'ennemi qui nous attaque. Et c'est évidemment souvent dans la musique, comme tu le racontais très bien, Lesia, qu'on voit ce genre de manifestations, y compris dans les lieux les plus insensés. Ed, c'est à toi, et il y a 2 photos de toi qui vont apparaître si tu veux les commenter aussi. Très bien, merci. And I can be fairly quick because Lesia has already. Merci. Eh bien, oui, je vois qu'on m'a vraiment préparé
mon intervention. Avec le peu de temps qu'il me reste, je vais essayer de vous donner quelque chose que vous pouvez remporter avec vous, que vous pourrez regarder sur Internet, sur ce qui se passe en Ukraine. Ça a parlé de la situation donc, en Ukraine, en ce qui concerne la musique. Et donc, c'est un lieu... Il se passe des événements très importants en termes de musique. Je voudrais prendre l'exemple des boombox, des grandes enceintes de musique. Et effectivement, j'aimerais mentionner des chansons très connues ukrainiennes. C'est une chanson formidable, car cela parle vraiment d'un peuple qui se lève comme l'Ukraine. Et c'est une résistance. La personne que vous pouvez voir sur la photo de la table, c'est Andriy Shirmek, à ma gauche. Et cette personne est vraiment une rockstar pendant la moitié de son temps. Et le reste du temps, c'est un soldat. Et quand il chante, il collecte de l'argent. Et vous pouvez le voir ici, à côté également de Nikolai. Donc c'est une rockstar et un soldat. Donc ce que j'aimerais demander, c'est, je lui ai demandé, est-ce que c'est difficile de passer de rockstar à soldat? Je pensais que ce serait difficile, il m'a dit, mais non. Et ils m'ont envoyé pour me battre. Je ne peux pas servir à ça. Mais ils sont venus pour attaquer nos enfants, pour nous attaquer dans nos maisons. Et donc, je suis devenu un combattant sans peur. Et André m'a montré une vidéo d'un de ces drones qui attaquait un tank russe. Et donc, il me disait, voilà, j'attaque un tank qui est garé de manière illégale dans mon pays. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur la scène de la musique et du rock. Et j'aime vraiment tous les aspects que cela sous-entend. Qui est-ce qui chante ces chansons pour les soldats qui s'appelle On va tous vous tuer. Il y a quelque chose de très amusant. J'aimerais également mentionner la musique métal. J'ai demandé à un jeune homme qui s'appelait Volodymyr ce qu'il faisait. Eh bien, j'écris des petites musiques pour les enfants. Des petites chansons. Et maintenant, venons-en à la musique classique. Eh bien, la musique académique, la musique classique ukrainienne. Mais si vous avez l'occasion, recherchez le mot boombox. Recherchez également Antitila. C'est le nom d'un chanteur exceptionnel. Antitila, je vous redonnerai le nom à la fin de la séance. Si vous avez la possibilité, allez-y et écoutez-les sur Internet. Donc, tout cela, ça a été mis dans l'ombre. Ça a été mis de côté par l'impérialisme russe. Nous connaissons tous Tchaïkovski et tant d'autres compositeurs, mais qui connaît Lysenko? Qui connaît Sylvestrov, un compositeur plus récent? Ils ont été censurés. Et je pense que l'un des plus talentueux, c'est Yevhen Stankovic, un très grand compositeur. Et juste avant la guerre, avant l'invasion, dans toute sa mesure, eh bien, ce compositeur a mené des actions.
Donc, Stankovic a utilisé une prose pour en faire un libretto pour de l'opéra ukrainien. Et il a créé un acte très long. Et dans quelques jours, c'est pour cela que je retourne à Kiev, à Lviv. Il va publier ce qui s'appelle les The Psalms of War, les psaumes de la guerre. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent également sur la scène folk. Dans cette résistance, c'est la culture ukrainienne qui est en train de revenir à la vie. C'est le folklore, les traditions ukrainiennes, les traditions païennes d'avant la chrétienté. Regardez Fulkolaka. C'est une scène, une pièce sur des histoires anciennes ukrainiennes. Et dans cette pièce, ils chantent ensemble. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ressuscitent le folklore du Moyen-Âge ukrainien. Ce sont des chansons sur des enfants qui sont décédés avant d'être baptisés. Et donc, il y a de jeunes Ukrainiens qui n'ont jamais appris cela à l'école parce qu'ils étaient victimes de l'oppression. Donc, cela permet de faire revenir toute cette culture. Et j'aimerais terminer avec encore un petit peu de musique. Bon, ce sera peut-être difficile pour des raisons techniques. J'aimerais également mentionner Piribati. Ils sont à Kiev et que font-ils? Le nom, il s'appelle Marian Piri. Ils prennent des poèmes et des traditions du 19e et du 20e siècle et ils le présentent à un nouveau public pour affirmer la notion de natia. Donc les enfants apprennent cela à l'école, mais ici il s'agit vraiment de l'âme de l'Ukraine révolutionnaire au milieu du 19e siècle. Donc c'est quelque chose de très créatif. Mais encore, il y a eu un mouvement de poètes à Kharkiv, un mouvement de poètes sur des personnes qui ont été exécutées par des Russes. Et encore une fois, Vassestus, notez bien ce nom, un poète ukrainien, et qui a été interné dans un camp soviétique et qui a très certainement été assassiné dans ce camp pendant les années 1980, pendant la perestroïka. Voilà ce que c'était la perestroïka. Et donc, voilà, nous voulions montrer un petit peu toute cette musique, mais nous ne pouvons pas pour des raisons techniques. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Et voilà, c'est seulement pour la musique. Il faudrait encore mentionner la musique classique et la musique de chambre, mais tout cela, c'est de la résistance. Longue vie à l'Ukraine. Bon, ben voilà, on n'a plus le temps pour les questions. Presque pas, en fait. Je voudrais voir avec Irina et Lesia si elles veulent dire quelque chose pour qu'on vous laisse l'opportunité peut-être de leur parler, de leur adresser un mot. Mais ce sujet est tellement vaste. J'avais préparé environ 50 autres questions et je pense qu'on avait tous tellement de choses à dire. Voilà, on a fait comme on a pu. Est-ce que l'une d'entre vous deux, vous voulez dire un mot? On est obligé de faire assez rapide, mais quelque chose peut-être qui est important et que vous voulez ajouter avant qu'on en termine et qu'on laisse le public poser des questions. Lesia? Maybe Irina. Ok. Peut-être Irina d'abord. En fait, j'avais tellement de choses à dire, mais je ne sais pas trop sur quoi me concentrer.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut être bref, je suis désolée. Peut-être juste deux minutes, quelques mots à donner au public pour leur donner envie de continuer d'étudier cette forme d'art qui est essentielle. Bien, nous avons parlé de la résistance en Ukraine, donc je voulais encore remercier mes collègues parce que ces personnes sont incroyables. Elles résistent à différents niveaux, de différentes manières, avec différents outils. Je voudrais mentionner ceux qui se battent en première ligne, mais certains sont devenus des bénévoles actifs ou des paramédicaux. Certains organisent des collectes de fonds pour différents projets importants pour l'armée, pour la population civile. Beaucoup de personnes essaient de se pencher sur les diplômes de culture. C'est quelque chose d'important car, en général, nous avons l'impression que le monde n'en sait pas beaucoup sur nous. Donc tout cela, c'est un travail en cours. Par ailleurs, vous savez, beaucoup de personnes font ce qui pensent être juste de petits gestes, mais c'est important. Je connais beaucoup de poètes qui font des outils de camouflage pour l'armée. Je connais des personnes qui ont visité un musée littéraire à Kiev où ils faisaient ces œuvres d'art. Mais chaque personne dans ma bulle autour de moi fait quelque chose. Et toutes ces actions sont importantes. Donc je voulais remercier toutes ces personnes. Et merci à vous pour mettre en lumière tous ces processus. Lesia? Oui, je voudrais faire suite aux mots d'Irina. Nous sommes témoins d'un phénomène paradoxal, un phénomène de meurtre entre l'armée et la société. C'est effrayant. C'est l'armée, ce sont des armes, c'est une agression. Mais cette expérience qui se passe maintenant en Ukraine est unique. Il ne s'agit pas d'armes. Alors, en parlant d'armes, j'aimerais mentionner tellement de choses. De notre expérience, je pense qu'il s'agit du meurtre d'un peuple. C'est un phénomène très particulier. Nous verrons. Dans un an, nous regarderons ce qui se passe encore maintenant. Quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que chaque guerre a une musique. La musique de la Seconde Guerre mondiale a été créée à Theresienstadt. Une musique très belle a été composée pendant cette période. Le mouvement des droits civils aux États-Unis a été important. Il faut mentionner Bob Dylan et tellement d'autres artistes. Cette guerre également a une musique, mais elle a aussi une littérature, avec Irina et tellement d'autres, avec un impact visuel aussi, avec Lesia, et également le mouvement de photographie coopérative à Kiev. Donc, toute guerre a son ensemble d'œuvres musicales, littéraires. Vous allez pouvoir lire et observer. Mais
Cela permet de montrer ce pourquoi les Ukrainiens se battent et ce contre quoi les Ukrainiens se battent. Un petit quart d'heure pour des questions, si vous voulez vous adresser à Alessia, Irina ou Ed. Levez la main, on va passer un micro. Hello, everybody, and thanks for your patrimony. It was really interesting. I just had a question. You said, I think, you don't hear us? No, she doesn't hear us. Yeah, now you don't hear, you hear us? No, you hear us? Okay. Actually, I wanted to thank you for your contribution. It's really interesting and it's shocking and interesting at the same time. You said actually because you're you're not working, you're not your husband, for example, is on the front line. What are you living on actually? Because I suppose you wrote your essays and your romans to live on. Now, if you can't do that, what are you living on? How do you do your all day life? You didn't get the question. I'm so sorry. We were listening to the translation into French, and I didn't hear the Pardon, nous écoutions la traduction en français et je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez répéter? Yeah, but I did it. It's in English. Okay, well, just one more. Thanks for your contribution again. Merci de votre contribution. J'ai entendu dire que votre mari était sur le front. Et je vous ai entendu parler également de ses œuvres de camouflage. Ma question c'est, auparavant vous viviez de votre travail, de ce que vous faites, mais aujourd'hui comment faites-vous au jour le jour? Okay, as to me, I still do. Alors aujourd'hui, je fais encore beaucoup de choses. Je produis des films, je suis écrivaine. Et j'ai reçu beaucoup de propositions de médias internationaux pour écrire pour eux. Donc j'ai écrit des éditoriaux, des articles pour eux. Et c'est très utile parce que cela m'a permis de gagner un peu d'argent, mais ça m'a aussi beaucoup aidé parce que quand j'écris pour un public étranger, eh bien, j'essaie de regarder les choses sous un autre angle, avec une autre perspective. Et je pense que cela me permet de passer par un processus de guérison et cela me donne cette distance nécessaire pour faire face aux nouvelles terribles de tous les jours. Par ailleurs, souvent, je suis invitée à faire des interventions, à parler en public. Alors, cela fait un peu peur, mais dans le même temps, je me dis que c'est important de rencontrer différentes personnes dans le monde en tant que cinéaste, en tant qu'écrivaine. Concernant mon mari, il a déjà servi dans l'armée pendant 3 ans, mais il a aussi récemment été invité à travailler à Kiev, donc j'en suis très heureuse. Et il a également écrit un nouveau roman. Donc c'est vraiment une source d'inspiration car même en temps de guerre, il travaille. Merci. Lesia, voulez-vous ajouter quelque chose? Yeah, I could answer. I was staying last year
Alors, l'année dernière, j'étais à Miami. Ce n'est que récemment que j'ai déménagé à New York. J'avais bénéficié d'un appartement gratuitement. Donc cela m'a beaucoup aidé. C'était un petit peu avant l'invasion. Cela a duré pendant 6 mois. Puis après, cela a été prolongé. Cela a permis de m'héberger avec mes enfants. J'ai donc fait des interventions. J'ai participé à des événements artistiques, des expositions. Et avant la guerre, c'est difficile de vendre mes peintures, mes tableaux. Et à Kiev, je survivais en travaillant comme enseignante. Mon mari, lui, est un artiste dans les médias et musicien. Il est payé en tant que soldat. Ce n'est pas un salaire très important. Et il dépense son argent pour acheter des choses pour l'armée. Parfois, il doit acheter des choses, des équipements pour l'armée. Donc lui et ses amis dépensent tout leur argent pour l'armée. Mais il a pu survivre parce que c'est un musicien. Mais à présent, je pense qu'il arrive à gagner de l'argent, mais c'est juste pour se payer de quoi manger et de quoi s'héberger et pour payer des équipements pour l'armée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, et ben alors pas de questions. Merci infiniment à vous deux. C'était passionnant de vous avoir. Bon courage. Merci tellement. Résistance. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à cette conférence. Et bonne soirée, bon week-end à tous. Thank you, Ed.